Alors je vais appeler tout de suite les panélistes suivants pour qu'on puisse tenir le délai, avec Dominique de la Garandrie qui va nous rejoindre, Éric Amar, oui Éric est là, professeur Defin, et Christophe Lapp. Là. Je ne voyais pas. Je vais rapidement présenter nos panélistes, mais je ne suis pas certain que ce soit véritablement nécessaire. Avec Dominique de la Garandrie, avocate, qui a été bâtonnier de Paris, première femme bâtonnier de Paris. Éric Amar, qui est directeur juridique du groupe de Bolloré Transport. Bruno Defin, qui est professeur d'économie, mais d'économie qui s'intéresse beaucoup à l'impact des systèmes juridiques sur le business. Et puis Christophe Lapp, qui est avocat à la Cour du cabinet Altana. Voilà pour nos panélistes. Et il va nous falloir essayer de répondre ensemble à une question qui n'est pas la conclusion à nos travaux du jour, qui est une forme de prolongement des interrogations précédentes. Certains des panels et certains des intervenants ont déjà évoqué un petit peu ce dont on va parler. Et on l'a titré « Le juriste transdroit », parce qu'on était dans la mobilité, en essayant d'aborder la question non plus simplement de l'opposition entre les systèmes de droit continentaux et de common law, mais d'une réflexion peut-être partante de l'idée que se constitue un droit global dans lequel ces différents systèmes entrent en ligne de compte, considérant au demeurant que ça n'était pas simplement les États-Unis versus l'Europe, ni les anglo-saxons ou les anglo-normands. J'ai compris qu'il y avait désormais une subtilité. Je suis content, mon épouse étant normande, je pourrais lui parler de ça en plus du beurre d'Isigny. Mais qu'il y a aussi les Chinois, et que les Chinois parlent des nouvelles routes de la soie, et que ce n'est pas simplement une forme de poésie chez eux, et qu'il y a une véritable volonté d'influence de la gouvernance mondiale derrière cette expression. Donc il y a là quelque chose qui, d'une certaine manière, et ça sera un petit peu le thème d'entrée de notre table ronde, nous interroge sur le monde multipolaire dans lequel on est, et c'est un peu le titre de notre journée sur la géopolitique du droit. Un monde multipolaire, on est un peu passé d'un monde westphalien où les États, la verticalité, la modernité verticale, où la souveraineté était assez simple à concevoir. On avait les ordres juridiques presque révélés, et les juristes étaient les interprètes de cette vérité révélée des ordres juridiques qui passaient par les États, à une modernité qui serait un peu plus liquide. Et dans cette modernité liquide se pose la question d'une forme d'hybridation. En tout cas, c'est l'interrogation que l'on avait envie de partager avec vous. Et je vais commencer à poser une première question à Dominique de la Garandrie sur l'idée même d'hybridation entre les systèmes juridiques. Quand on parle d'hybridation, est-ce que, d'après vous, Dominique, on pense davantage à convergence, harmonisation, ou quelque chose qui serait encore différent de la convergence et de l'harmonisation? Il n'y a rien de plus difficile. D'abord, je voudrais dire un mot du juriste transdroit, parce que finalement, on n'en a pas beaucoup parlé, alors que c'est notre titre. Ce juriste transdroit, qui est-il? C'est celui qui va au-delà de quoi? Au-delà du droit ou au-delà de son système de droit? Au-delà de son système de référence. Et comment a-t-il fixé son système de référence? Comme j'ai un peu un message pour cette fin d'après-midi, je pense que le juriste que nous envisageons avec l'hybridation dont nous allons parler, c'est celui qui a compris qu'on est effectivement dans un monde global, dans un droit qui se construit, sous l'effet de la mondialisation, de la chute du mur de Berlin et d'autres événements mondiaux, bien sûr, mais qui a le souci de connaître quel est l'autre système, quelle culture est derrière ce système, culture juridique, mais aussi culture historique, culture politique, et qui ayant absorbé tout cela, sait qu'il est possible de construire et d'innover. Et cette construction et cette innovation, elle va se faire notamment avec des emprunts à un système ou à un autre pour essayer de trouver
peut-être pas tout de suite un équilibre, parce que c'est très difficile et les panels qui nous ont précédés ont démontré à quel point il pouvait y avoir des déséquilibres, notamment dans la partie de l'activité économique, mais au moins de trouver une approche qui réponde à la question que se pose le juriste par rapport à un des systèmes, tout en reconnaissant que le choix qu'il va faire s'insère lui-même peut-être plus dans un système que dans l'autre qui l'inspire. Alors cette hybridation, ça n'est pas vraiment une convergence. La convergence, d'ailleurs, peut-on même dire qu'elle existe au niveau européen, dans certains domaines peut-être. Ça n'est pas une convergence, ça n'est pas une harmonisation, mais c'est une volonté, à mon avis, de construire en prenant des éléments d'un système ou d'un autre pour trouver la meilleure création juridique possible. Et ça s'insère dans un mécanisme, dans une direction qui est entre les mains des juristes. On a parlé tout à l'heure de l'importance des firmes américaines. Peut-être à nous de prendre le relais en Europe et en France, parce qu'il y a là la possibilité d'avoir un vrai pouvoir. Et j'aurai peut-être l'occasion tout à l'heure de vous dire que le pouvoir est bien au-delà du droit. Il entraîne l'économie et peut-être même la politique. Merci Dominique. Comme on parlait de modalité liquide, vous savez, on a été hybridé, parce que c'est aussi l'heure de l'apéritif apparemment. On a été servi, c'est la première fois que je m'appelle, on vient de me servir comme ça. Très simple. La FGE innove, c'est formidable. Hybridation des panels. Professeur Defin, je ne voudrais pas être provocateur à cet instant, mais il y a presque un double mouvement, presque paradoxal, parce qu'on parle de cette hybridation, et en même temps on a le sentiment, et on l'évoquait un petit peu dans la préparation de cette table ronde, qu'il y a parfois des tensions, et qu'en même temps il y a une tentation de souverainisme juridique qui réapparaît. Est-ce que l'hybridation que Dominique Garandry vient d'évoquer, cet finalement effort de compréhension mutuelle, ne s'affronte pas aujourd'hui au même moment à un risque de tension, une tentation de souverainisme juridique qui réapparaîtrait? Pour le moins, oui. Alors, tout dépend effectivement de la manière dont on conçoit l'hybridation. Je pense que ce qui vient d'être dit est absolument essentiel pour la bonne compréhension du sujet. Mais auparavant, permettez-moi de vous dire que je vous ai écouté tout l'après-midi et effectivement, j'entends parler d'un besoin de droit qui est croissant, d'une complexité juridique qui ne cesse de s'accentuer, d'un besoin de sécurité juridique, c'était la conclusion de la table ronde précédente, et d'une certaine manière, l'économiste que je suis, pour bien poser les termes du débat, envie les juristes que vous êtes. Le juriste transdroit, il a quand même de l'avenir, c'est le moins qu'on puisse dire, et effectivement, le juriste transdroit, c'est celui qui s'adapte à cette réalité complexe. Alors quand on cherche à comprendre la façon dont cette adaptation doit se faire, je pense effectivement que l'hybridation est une réponse à des forces d'offres et de demandes de droit que vous avez tous évoquées tout au long de l'après-midi. Ce qui caractérise pour moi l'hybridation, c'est avant tout le fait qu'il s'agit d'un processus, d'un échange, d'un dialogue entre des systèmes de droit. Je l'opposerais d'une certaine manière à la convergence que vous représentez tous assez simplement, de droites qui vont tendre vers un point d'arrivée, point d'intersection. C'est la représentation qu'on a tous de la convergence. C'est donc, quand on parle de convergence, le point d'arrivée qui nous intéresse. Je pense que quand on parle d'hybridation, on est beaucoup plus dans le processus. Et le processus passe notamment par des phénomènes d'expérimentation. Je pense que dans la réalité économique auquel sont confrontés la plupart des acteurs du droit, et notamment ceux que j'ai pu entendre cet après-midi, on est dans un processus d'expérimentation. La notion de compliance, autour de laquelle vous avez beaucoup discuté, débattu tout à l'heure, pour moi c'est un paradoxe. J'ai l'impression que plus on avance dans le sens de la compliance, alors même qu'il s'agit là d'un objectif de sécurité juridique, plus ça devient coûteux.
le coût de la compliance, la productivité de la compliance interpelle l'économiste que je suis au point de se demander jusqu'à quel point c'est raisonnable de continuer encore dans cette direction-là. On prend dans la common law ce qu'il y a de pire, si vous me permettez l'expression. Donc je dirais qu'il y a là effectivement une réflexion qui est nécessaire. L'hybridation, comme je vous le disais, elle est basée sur un échange de cultures. Alors, les cultures juridiques, je pense que c'est quand même bon de le rappeler, elles ne sont pas figées. Je relisais il n'y a pas longtemps les institutions juridiques du capitalisme de Georges Ripper, qui décrit l'évolution du droit civil, du droit continental, avec toutes les innovations tout au long du XIXe siècle. Si ça, c'est pas une référence indispensable pour comprendre à quel point le droit civil, le droit continental a pu s'adapter aux réalités économiques, je ne sais pas quelles sont les références à aller chercher. Donc il y a effectivement ce besoin. Alors maintenant, les questions qui en découlent sont assez simples. Quand on parle d'hybridation, les questions qui vont apparaître, c'est est-ce qu'elle est équilibrée ? Est-ce qu'elle est équilibrée ? Est-ce qu'elle est partagée de manière raisonnable entre les systèmes juridiques, ou s'agit-il d'emprunts, de transplantation massive d'un dispositif dans une autre culture de droit? Ça, c'est une question qui me semble importante. S'agit-il d'une hybridation substantielle ou procédurale? J'ai l'impression, pour ma part, que les juristes, et le juriste transdroit, il est pragmatique. Il est pragmatique, c'est-à-dire qu'il s'adapte, comme je le disais, à des réalités. Les problèmes juridiques que l'on rencontre en droit des contrats, en droit des obligations, sont souvent les mêmes dans les différents systèmes de droit, et les solutions, ça ne me surprendrait pas beaucoup qu'elles soient les mêmes. Et je crois que ça a été dit fort justement par le professeur Mercadal au début de cet après-midi. Donc il y a là effectivement un certain nombre d'interrogations qui sont posées. Peut-être, j'en ajouterai une dernière. Alors, vous voyez, je suis fort pour poser des questions comme économiste, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. C'est est-ce que l'hybridation, elle repose sur un mécanisme plutôt décentralisé, basé sur une forme de confrontation, j'ose pas dire nécessairement de concurrence entre les systèmes de droit, ou est-ce qu'elle est coordonnée, est-ce qu'elle est pilotée par le haut? Ça, c'est, à mon avis, une des questions importantes qu'il convient de se poser quand on parle d'hybridation. Éric Amar, tu es directeur juridique dans un groupe international. Est-ce que ce phénomène de l'hybridation, notamment dans un continent comme le continent africain, est un phénomène que tu rencontres? Est-ce que tu y vois un atout? Est-ce que tu y vois une difficulté? Est-ce que c'est plus substantiel que méthodologique ou plus méthodologique que substantiel? Et est-ce que, seconde question, est-ce que c'est un sujet qui touche à tous les domaines du droit, ou est-ce qu'il y a des domaines du droit qui sont plus immunes, comme le droit des sociétés, par exemple? Voilà, Thierry, une question pour toi, praticien. Une question double, donc. En fait, d'abord, le mot d'hybridation en lui-même est tout à fait intéressant, parce qu'en fait, il peut avoir plusieurs sens, finalement. Il peut avoir un sens un petit peu, comment dire, diabolique, de manipulation, vous voyez, manipulation génétique, manipulation pour créer des êtres un petit peu monstrueux, finalement. Et à la réflexion, c'est pas du tout ça, bien évidemment. L'hybridation, aujourd'hui, c'est les mots qui ont été employés par mes prédécesseurs sont tout à fait intéressants. J'ai noté les mots de échange, les mots de processus. J'en ajouterai un autre, c'est le mot de innovation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été, pour certains d'entre nous, formés à un certain système de droit et quasiment à un certain système de pensée, finalement, arriver à intégrer de la technique, mais aussi de la culture de droits différents. Alors évidemment, on parle en particulier du droit anglais pour nous les juristes français, mais pas seulement. Eh bien, en cela, d'abord, on s'enrichit, on enrichit notre entreprise et on parvient à finalement arriver à partir d'un processus un petit peu complexe à un processus qui finalement va être simplifié par notre pragmatisme naturel, surtout pour nous juristes en entreprise. Donc, pour répondre à ta question, Marc, c'est clair que dans une entreprise internationale, l'hybridation n'est pas nouvelle, bien évidemment. En ce qui me concerne, je fais du droit en entreprise depuis 30 ans. Je crois que j'ai commencé à faire de l'hybridation sans le savoir depuis peut-être 29 ans et demi ou 28 ans, je ne sais plus. On a tous hybridé dans la mesure où on a été très vite obligé de prendre en compte des valeurs
et des enseignements qui sont différents d'une autre culturellement. Tu as parlé de l'implantation de Bolloré, enfin l'entreprise que je représente, Bolloré, donc en Afrique, en effet. Et cette implantation, elle est tout à fait intéressante en termes d'hybridation à 2 titres. D'abord, c'est pas un secret qu'en Afrique de l'Ouest, notamment en Afrique francophone de l'Ouest, il y a bien sûr tout le droit OHADA, qui est quand même, disons-le tout de même, largement inspiré du droit français, hein, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais on a aussi, en Afrique, qui est un continent, on a aussi cette hybridation naturelle entre nos juristes qui sont à Johannesburg et qui vont discuter avec les juristes, Bolloré je parle, hein, à Douala ou à Abidjan. Ces deux-là, ces trois-là, ces 20-là font de l'hybridation tous les jours parce qu'ils travaillent dans la même entreprise. Ils travaillent dans une entreprise en plus qui travaille en réseau, parce que c'est une entreprise de transport, qui a donc besoin d'avoir des relations opérationnelles, financières, commerciales, quotidiennes. Et donc les juristes qui sont en entreprise sont bien obligés de se comparer en termes de techniques juridiques avec des systèmes qu'ils ne connaissent pas. Et ça passe par des contacts très simples. Ah oui, tiens, chez toi c'est comme ça, bah chez moi c'est comme ça, etc. Pour répondre au deuxième aspect, qui est l'aspect sur les branches du droit, il me semble qu'il y a quand même une branche du droit qui résiste tout de même à l'hybridation, encore aujourd'hui, et que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie. C'est tout de même le droit des sociétés au sens secretarial services, c'est-à-dire la gestion quotidienne des conseils et boards et assemblées générales d'associés, d'actionnaires dans les pays. Il me semble, en tout cas de ma pratique personnelle, dans mon entreprise, il me semble qu'il est certain que le droit des sociétés le droit des sociétés nationales, pardon, a encore de beaux jours devant lui. Il n'est pas tellement hybridé que ça. En revanche, j'allais dire toutes les autres branches du droit, et je vous apprends rien, sont des branches complètement hybrides. Le droit des contrats, bien évidemment, les fusions-acquisitions, l'anticorruption, qui est un droit en soi, j'allais dire, tout ce qui est soft law, enfin bref, le droit de la concurrence, tout cela, on est complètement dedans, et pas d'hier, c'est vraiment un processus ancien et tout à fait intéressant. Merci Eric. Christophe, là, en tant qu'avocat, conseil de vos clients, est-ce que l'hybridation est un élément de votre conseil auprès des entreprises dès lors qu'il s'agit d'entrer en voie de réflexion et de rédaction d'un contrat? Je fais de l'hybridation sans le savoir comme M. Jourdain depuis un peu plus longtemps, 35 ans pour ce qui me concerne. Je cite toujours l'exemple d'un contrat complexe de longue durée qui était celui du tunnel sous la Manche, qui était soumis aux principes communs du droit anglais et du droit français. Donc le contrat était lui-même le résultat de cette hybridation. Et pendant 10 ans, nous avons connu de multiples contentieux. Tous ont trouvé une solution identique, commune, entre le droit anglais et le droit français, par des voies totalement différentes. Donc en réalité, l'antagonisme des droits est un antagonisme beaucoup plus processuel en cette matière. Je comprends la réserve en droit des sociétés, bien évidemment. Mais dans le droit des obligations, l'antagonisme est, je le redis, plutôt processuel. Dès lors, le praticien pragmatique cherche à apporter une hybridation dans ce qui fait différence, c'est-à-dire le process. Le process de rédaction du contrat. Et là, pour le coup, l'import common law est évidemment extrêmement puissant. Parce que la casuistique propre à la common law oblige, faute de jus commune, de droit commun, à faire un corpus totalement autonome. Donc le contrat est, je dirais, bien écrit. Trop écrit peut-être, diront certains, mais il se doit d'être déjà clair et précis, ce qui lui donne de sa prévisibilité. Ça, c'est la première des hybridations dans son écriture. Faute de s'appuyer sur un corps de droit commun, il se doit d'être autonome. La seconde hybridation, elle a déjà été citée dans la précédente table ronde, notamment par Mario Diaz-Contint, c'est évidemment le règlement des litiges. La dispute, c'est l'essence même du contrat. En soi, n'ayons pas peur des disputes. Comment la règle-t-on, cette dispute ? Et comme je le disais tout à l'heure, l'antagonisme existant essentiellement dans ce droit processuel, il nous faut trouver une méthodologie de résolution de nos litiges qui nous soit commune, dès lors compréhensible par chacun, qu'il n'y ait pas de hiatus. L'arbitrage a été la voie fondamentale de l'hybridation. Dans le droit de la preuve, dans le droit à la preuve, on a cité
les règles IBA, qui sont effectivement un point mesuré entre le droit à la preuve de common law nord-américain avec cette discovery redoutable et redoutée, et le droit de la preuve classique des droits civilistes où il nous incombe simplement d'apporter la preuve nécessaire au soutien de nos demandes. Un peu plus de transparence, un peu plus d'accessibilité à la preuve chez l'autre, celui qui sait mais qui se tait, était nécessaire. Les règles IBA y ont largement contribué. Donc, en tant que praticien, l'hybridation dans le contrat, je dis bien dans le contrat, est une chose que nous connaissons, que nous pratiquons. La seule vraie question que je me pose, c'est de savoir si, et pardonnez-moi le paradoxe, cet hybride que nous sommes en train de créer est-il fertile? Question que les zoologues se posent. En général, la réponse est négative. Je crois, moi, en revanche, sur le plan juridique, à cette fertilité, c'est-à-dire à cette capacité à créer un droit qui, petit à petit, va se couper de ses racines pures comme l'eau au droit civil. La réflexion que mènent les Chinois à l'heure actuelle procède de cette volonté de créer peut-être un nouveau droit. Dernière observation. Cette fertilité, j'y crois aussi dans un domaine qui, à mes yeux, au risque d'être iconoclaste, n'est pas un domaine du droit. C'est celui de la compliance. Toute la régulation aujourd'hui a été conçue dans les différents États Europe, Nord-Amérique, comme étant un système normatif dans le plus complet désordre. Il est l'expression de volonté parfois politique, mais il échappe au droit, ne fût-ce que dans son expression, qui est essentiellement une expression molle, soft law. On connaît les directives, on connaît les recommandations, mais exprimée souvent dans des termes très descriptifs. Ce désordre qui crée de l'insécurité juridique à nous tous aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'hybridation des droits comme un law civil qui va leur réapproprier cette régulation dans le domaine du droit? Nous en avons des exemples, me semble-t-il. Et là, pour le coup, franco-français. Mais d'ailleurs, la France est un terrain d'expérimentation extraordinaire d'hybridation, puisque nous connaissons nous-mêmes deux systèmes de droit. Un système de codification en droit privé, un système casuistique de common law en droit public. C'est aujourd'hui le droit public qui ramène la régulation dans un domaine de droit et de sécurisation du droit. Ces recommandations, ces guides, ces bonnes pratiques, sont-elles des décisions soumises alors au principe de l'égalité? Ça, c'est une excellente question. Et c'est par cette hybridation, je l'espère, de ce droit nouveau, que nous allons nous réapproprier, nous juristes, des règles de compliance et de régulation qui aujourd'hui nous échappent et de ce fait constituent un risque, à mes yeux, économiquement majeur. C'est intéressant parce que ça fait plusieurs fois qu'on voit intervenir ce concept de soft law. Eric en a parlé, vous venez d'en parler. Dominique avait commencé à en parler au tout début. J'aimerais avoir votre réaction sur la soft law, son rapport à l'hybridation. Et puis après, j'aimerais qu'on rebondisse avec professeur Defin en matière de fertilité, l'efficacité, le coût-efficacité de cette hybridation. Mais d'abord peut-être un instant sur la soft law avec vous, Dominique de la Garandrie. Oui, je vais dire déjà que je confesse que je ne suis pas très objective parce que je fais partie de ces groupes de la fin du XXe siècle qui pestaient sur l'hégémonie du droit anglo-saxon, sur l'avancée du droit des États-Unis dans les pays de l'Est et qui se désespéraient de voir que l'économie et le droit plutôt était une conquête pour la conquête de l'économie. C'est pour ça d'ailleurs je faisais allusion à la chute du mur de Berlin tout à l'heure, puisqu'il y a eu une véritable invasion juridique des pays de l'Est. Donc c'est la raison pour laquelle je prends cette précaution en vous disant je ne suis peut-être pas tout à fait objective, mais en tout cas dans le domaine économique, et plus particulièrement dans celui des entreprises. J'ai le sentiment que finalement, la soft law, dans le domaine de la gouvernance, est probablement une des règles qui est la plus proche d'une cohybridation,
où les uns et les autres ont eu une influence les uns sur les autres. Alors, pour certaines règles, c'est un peu troublant. Il est vrai, on s'ébroue de temps en temps en disant « mais comment va-t-on faire alors que ça ne correspond pas à notre système ?» Et puis finalement, on rentre dedans et puis on y arrive. Et c'est extrêmement intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure de la vigilance, qui finalement est une loi chez nous. Elle serait bien inspirée de se référer au principe de l'OCDE. Nous aurions enfin quelque chose de très précis pour apprécier cette vigilance qui nous terrifie par rapport à une interprétation qui peut être donnée par les juridictions françaises, faute d'indications précises. Donc c'est à la fois la soft law est une réponse, et c'est dans le domaine économique, c'est dans le domaine des entreprises directement, pas dans d'autres domaines. C'est pour ça que c'est intéressant. Et qui crée, alors là, une vraie compréhension. Je ne parle même pas des normes comptables internationales. C'est un langage commun qui est extrêmement important. Alors, évidemment, on est très très loin de la notion d'hybridation où dans le système de common law, on va voir apparaître des codes, ou l'équivalent des codes, et dans notre système, on va voir apparaître une jurisprudence qui crée des règles de droit. Donc ça, il y a longtemps qu'on l'a observé, et je dirais que c'est une hybridation subie. Ça ne signifie pas que ce soit négatif, mais en tout cas, elle est subie. Tandis que avec la common law et la façon dont la soft law et la façon dont on peut la construire, ou comme vous le disiez, tout le domaine contractuel, là c'est l'hybridation voulue et le champ de développement est considérable. Et il faut que les juristes s'en emparent parce que c'est effectivement un pouvoir qui est un pouvoir économique et un pouvoir politique. Professeur Defin, sur l'efficacité. Là, si vous pouvez me garder jusqu'à 22 heures, on va... Alors, non, mais... Efficace en 4-5 minutes, alors. Je me permets... un petit... Castro disait ça. Castro dit « je vais être bref » et 5 heures plus tard, il était toujours là. Je vous rassure, je ne vais pas avoir une approche castriste de l'hybridation. Pourquoi pas. Si on aborde la question de l'efficacité... le premier constat que je ferai, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que l'hybridation, c'est une réponse. C'est une réponse à des contraintes que rencontrent les acteurs au niveau des relations économiques internationales. On ne va pas rentrer dans le détail, même si vous comprenez bien que pour avoir une réponse précise, il serait quand même utile de regarder certains domaines du droit plus précisément, de prendre des cas d'espèce, de les décortiquer, d'essayer de quantifier. Donc si j'ai une approche globale de l'efficacité, permettez-moi d'être simple et de vous dire que l'efficacité passe par la démonstration qu'on améliore la situation des 10 acteurs. C'est un progrès, c'est une amélioration. Si je cherche l'efficacité, c'est que j'atténue ou je réduis les coûts, je réduis les délais, j'améliore la sécurité juridique. Je pense qu'on est tous d'accord sur la manière d'aborder la question de l'efficacité. Alors, en progressant un tout petit peu et en prenant ma casquette d'économiste, si je veux aller sur ce terrain-là, la notion qui doit être mobilisée, c'est celle de coût de coordination, de coût de transaction. C'est les coûts que rencontrent les acteurs. Ça a été dit et redit tout l'après-midi. Comment je fais pour m'adapter à un environnement que je ne maîtrise pas parfaitement? On sait très bien, et on a une multitude d'études qui démontrent que la diversité qui peut régner à travers la planète, la diversité des régimes juridiques, est plutôt un frein aux échanges, dans la mesure où effectivement tout le monde n'a pas un service juridique hyper développé avec la capacité de s'adapter à toutes les conditions qui peuvent se rencontrer. Donc à partir de ce constat-là, on peut inférer, je pense assez simplement, que toute tentative de dialogue, d'échange constructif permet de réduire ces coûts de coordination. Je pense que là, il n'y a pas de difficulté particulière, donc a priori, l'hybridation va dans le bon sens, traduit, de mon point de vue, la recherche de l'efficacité économique. Maintenant, pour aller plus loin, parler de l'efficacité dans l'absolu, ça n'a pas beaucoup de sens.
L'efficacité est une notion relative. Il faudrait comparer ça avec d'autres solutions. Alors je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Si on ne va pas dans le sens de l'hybridation, c'est de la coévolution. C'est ça l'idée d'hybridation. C'est que je fais coévoluer des systèmes dans le respect à minima des cultures juridiques. Il est clair que les alternatives, quelles sont-elles? C'est une, on le disait tout à l'heure, une convergence qui serait imposée. Une convergence qui serait de nature coercitive, avec toute la difficulté qu'elle suscite à mes yeux, c'est qu'en général, quand on va vers le coercitif, on va vers des solutions imposées, c'est là qu'on suscite le plus de réactions souverainistes. Donc, vous voyez, la difficulté de l'exercice est là. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que l'hybridation ne présente pas d'intérêt dans un système, permettez-moi une analogie avec la monnaie unique. La zone monétaire optimale, c'est une théorie qu'on connaît bien en économie, qui dit que pour qu'on arrive à construire une monnaie, à mettre en place une monnaie unique, il faut qu'il y ait des conditions structurelles qui soient à peu près identiques dans tous les systèmes. Dès que vous allez avoir des divergences significatives, je ne vous fais pas un dessin, la Grèce et l'Allemagne dans la même zone, vous allez à un moment ou à un autre avoir des difficultés. C'est la même chose si j'ose avancer l'idée de zone juridique optimale. Si vous avez dans une zone des cultures, des préférences sociales qui sont identiques, pas d'intérêt à aller dans le sens de l'hybridation. En revanche, si vous avez une certaine diversité culturelle, et je pense qu'on en a parlé toute l'après-midi, il est bien évident que dans ce contexte-là, vous avez tout intérêt à avancer dans le respect des spécificités culturelles. C'est ce que moi j'appelle l'hybridation, et c'est de ce point de vue, me semble-t-il, alors après, encore une fois, la quantification, toute la difficulté de l'exercice pour un économiste, c'est qu'on attend de lui de quantifier, d'avoir des données, des mesures. Alors on essaye de le faire, la sécurité juridique, je peux vous dire, ça fait 4 ans qu'on essaye avec la Fondation pour le droit continental de mesurer la sécurité juridique. Je pense qu'au bout de 4 ans, on a quand même des résultats qui sont assez probants. On pourra en dire un mot par la suite, mais fondamentalement, l'hybridation va dans ce sens, va dans le sens de l'efficacité économique. Je pense qu'on n'a pas tellement de doute à avoir sur le sens de la démarche. Et permettez-moi de conclure ce bref propos en vous disant que, de toute façon, le réalisme juridique, certes, dès que je vais prononcer ce mot-là, on va me renvoyer plutôt vers la common law, mais ce réalisme juridique, ce pragmatisme juridique qu'on évoquait tout à l'heure, est celui qui laisse supposer que les acteurs économiques eux-mêmes vont chercher spontanément les solutions les plus efficaces. Ça me semble frapper du coin du bon sens. Christophe Lapp, sur cette question de l'efficacité, vous disiez tout à l'heure en évoquant Eurotunnel le fait que finalement cette hybridation avait conduit au-delà des différences processuelles à des résultats équivalents, similaires, quel qu'ait été le droit choisi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous avez le sentiment que l'hybridation, dès lors qu'elle respecte les spécificités culturelles, comme vient de dire le professeur Defin, est effectivement une bonne approche de l'efficacité du droit, notamment dans le domaine contractuel, ce qui me conduira après à une question pour Eric sur le domaine de la compliance que tu as évoqué tout à l'heure, sur la façon dont on peut mettre en place, en réfléchissant aux différents systèmes juridiques, des mécanismes de compliance qui ne soient pas simplement subis. Parce que ce que j'entendais tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de compliance, évoquant la loi Sapin 2 et ses imperfections, c'est qu'en fait, la France, l'Union européenne, ont été le théâtre de l'expansionnisme de la compliance américaine au motif du vide de compliance dans nos systèmes juridiques en France et en Europe. Donc, du coup, sur cette efficacité qui est aussi une forme d'acculturation, j'aimerais bien voir ensuite ta réaction, mais Christophe Lapp et le prolongement sur la réflexion en matière d'efficacité. Oui. Question facile. Donc. Oui, je vous en remercie. Globalement, je fais le même bilan que vous sur son efficacité, cette hybridation, ne fût-ce que parce que les parties à un contrat, je me situe toujours dans le contrat, se comprennent mieux, car le contrat mieux écrit, plus complet, a de ce fait une meilleure pédagogie. De ce point de vue, je n'ai pas de difficulté. J'écarterai de mon raisonnement l'abus que nous connaissons dans tout, qui conduit effectivement à déformer le contrat ou à le rendre illisible. Ma question, mon interrogation sur l'efficacité de cette hybridation est de savoir si nous ne créons pas néanmoins de la rigidité lorsqu'il nous faudrait
en revanche de la souplesse. Encore une fois, je le dis, cette hybridation dans le contrat s'est traduite par un apport common law évident, d'une rédaction abondante, voire surabondante. Une clause de force majeure chez nous, en droit français, n'a pas de sens, elle est là. L'imprévision dans un contrat public, pas la peine de le dire, elle est là. Oui, mais le financier se rassure quand elle est écrite. Les choses vont mieux toujours en le disant. Mais est-ce que la force majeure couvre tous les problèmes? Non. Parce qu'elle va poser la question de son imprévisibilité au regard de notre technologie. Donc on va créer quoi? Le concept de compensation event, par exemple. De ce fait, on s'enferme. Là où le droit civil codifié il était fécond. Pardon de cette analogie entre la fertilité de l'hybride et la fécondité du code. C'est-à-dire que je suis obnubilé par cela et la reproduction. Mais c'est vrai que le code était fécond et que de ce fait, il se devait d'être adaptable. Là, on crée de la rigidité dans le contrat, pacta sunt servanda. Et ce que j'observe, c'est que dans les pays de tradition civiliste, il y avait de très grandes différences entre l'appréhension de pacta sunt servanda, les Français partageant de ce point de vue une analyse identique à celle des Anglais, quand les Allemands réintroduisaient du rebus sixtantibus, c'est-à-dire de l'imprévision et de l'adaptabilité du contrat. Alors, la réponse, encore une fois, toutes ces différences, elles existent. Une clause de hardship, par exemple, très bien. Une clause de revoyure, on sait faire cela. Mais vous voyez que on crée de la rigidité et que cette rigidité, il faut l'assouplir par des clauses de règlement des litiges. Et j'en arrive à ce paradoxe. C'est que cette hybridation ne vaudra que s'il y a un jour des bons juges. Comme il n'y a de bons droits que s'il y a de bons juges. Alors vous voyez que j'arrive vraiment au bout de mon raisonnement. Et c'est là que, dans nos contrats, l'hybridation s'accomplit dans la clause de règlement des litiges, qui peut être un arbitrage, je l'ai dit tout à l'heure, qui peut être aussi ces nouvelles formes de dispute-wise que l'on trouve, qui sont déjà de plus grande sagesse dans la résolution du litige sans trop d'antagonisme. Les Anglais l'ont créé au travers de l'adjudication, mais c'est brutal comme mode de règlement. Mais les dispute boards peuvent être, de ce point de vue, des modes de réintroduction de souplesse dans la rigidité du contrat trop écrit, trop bien écrit. Donc, constat positif, mais attention à la limite de la rigidité que nous créons. Éric, et après, je vous propose, pour tenir le délai, qu'on ait un dernier échange, je vous l'annonce. Comme ça, vous vous y préparez. Un dernier échange autour, finalement, du juriste transdroit, parce que ce que vous venez de dire sur le juge, ce qui vaut également pour les avocats, ce qui vaut pour les juristes d'entreprise, nous renvoiera à cette question de notre capacité d'être des acteurs de cette hybridation, parce qu'in fine, c'est peut-être en étant dans un groupe anglo-saxon américain, le sentiment que l'hybridation c'est aussi un jeu d'influence. Il faut être prêt à l'influence, il faut être formé à l'influence, ce qui nous renverra à la question politique que Dominique de La Landry nous suggérait au tout début. Éric, à toi pour clore cet échange-ci, et après, voyons si nous avons des bons juges. Mais ta voix a mué, tu es hybride, tu peux parler sans... Alors, deux mots sur la compliance, Marc, puisque tu as posé la question. Dans mon entreprise comme dans d'autres, je ne crois pas trahir de secret en vous disant que je crois que le USFCPA date de 41 ans maintenant. Il est sorti, je crois, en 1976 ou 1977. Donc personnellement, j'avais 11 ans, donc personnellement, ça n'a pas changé ma vie personnelle. Toutefois, il est certain que au niveau des entreprises françaises, on en a pris conscience au moment où, dans vos secteurs d'activité, vous avez été atteint de plein fouet par le bras armé, en fait, américain. En tout cas, dans notre entreprise, c'était comme ça. On a commencé par ricaner, en voyant que certains de nos concurrents, basés aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs, on parlait d'extraterritorialité, étaient atteints par le bras armé américain, le DOJ, dont certains d'entre nous n'avions jamais entendu parler auparavant. Et on a vu arriver nos concurrents qui étaient donc très atteints par ça. Et on a commencé par ricaner, bêtement d'ailleurs. Mais ça n'a pas duré longtemps. On a vite tiré les conséquences de ça. On parlait de pragmatisme tout à l'heure.
Et quand je dis vite, je veux dire dans l'heure qui a suivi. On n'a pas passé 3 mois à sourire. Hein. Et donc là, on s'est adapté et on a commencé à mettre beaucoup de temps, beaucoup d'argent également. C'est aussi l'intérêt d'avoir un peu de moyens pour les fonctions juridiques. On a mis beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour apprendre en fait le droit américain, comment il fonctionne, avec qui et en quoi il va nous influencer. Puis, donc on a mis les moyens qu'il fallait et on s'est adapté. Ensuite, on a vu arriver le droit anglais un peu plus récemment, 2010, très bien. Et enfin, la loi Sapin 2, avec donc, la loi qui est française. L'entreprise que je représente est une entreprise française avec des filiales à l'étranger. Peut-être qu'un de mes confrères qui serait directeur juridique d'une société, d'une filiale américaine, d'une filiale française, d'une société américaine, vous donnerait une expérience différente. La mienne est que sur ces 3 périodes, droit américain, droit anglais, puis droit français aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, je dis pas qu'on y est parvenu à 100%, mais c'est justement d'hybrider, c'est-à-dire de tirer les enseignements des lois qui sortaient au fur et à mesure dans les pays qui nous semblaient, sur lesquels on était en fait exposés, et cela on l'a fait par l'intermédiaire d'un mix de moyens qu'on a mis en place avec des budgets, avec un suivi de budget, je l'espère en tout cas, entre nos ressources externes, avocats extérieurs, très américains à un moment, très anglais à un autre, très français aujourd'hui, Sapin 2, et puis de ressources internes. Et l'intérêt qu'on peut avoir à une communauté de juristes, qui est une communauté mondiale dans le cas dans l'entreprise que je représente, c'est que lorsqu'on avait un sujet sur le droit anglais, on avait des juristes en Angleterre, on avait des juristes en Afrique du Sud, on avait des juristes au Ghana et au Nigeria. Tous ces gens-là nous ont nourri, nous les juristes non common law, si je puis dire, de leurs expériences. De la même manière, aujourd'hui qu'on a Sapin 2, lorsque je fais des séminaires juridiques monde annuellement, cette année, donc en 2017, un des thèmes du séminaire indispensable, c'était Sapin 2. Et Sapin 2, ça servait à infuser, à instiller la culture juridique française à la française avec Sapin 2 à des juristes sud-africains, ghanéens ou américains qui eux-mêmes, quelques années auparavant, nous avaient instruits et nous avaient nourris de leurs propres connaissances. Bon, ça a l'air un peu idyllique comme cela, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais en tout cas l'idée était là, c'est que l'hybridation elle a été naturelle. Mais je vous cache pas que je représente une entreprise qui a la chance d'avoir suffisamment de moyens et de moyens déployés partout dans le monde pour que l'hybridation se fasse bien évidemment en interne et avec des conseils extérieurs. Voilà sur l'hybridation et j'espère un relatif pragmatisme sur ces sujets-là. Merci Eric. Alors on va... Juste un dernier exemple d'hybridation réglementaire, et avant qu'on passe au juge, parce que ce que tu viens de me dire, tu parlais de Sapin, mais on en a beaucoup parlé. Et en fait, je m'apercevais avec un sujet qui est celui des données personnelles. On n'y prête pas beaucoup attention, mais le règlement sur la protection des données personnelles qui a été adopté, qui va être en œuvre au 25 mai de cette année, tout le monde le connaît maintenant dans les entreprises, au moins, c'est quand même l'Europe qui adopte un règlement sur la protection des données personnelles, lesquelles données ont cette qualité de circuler beaucoup dans le monde. Ce règlement est européen, mais beaucoup d'acteurs de ce secteur de la technologie qui utilisent des données sont pour beaucoup américains. Et en fait, ce règlement des données personnelles va sans doute avoir un impact aux États-Unis, mais également en Asie, parce que les grands acteurs américains ne vont pas modifier leur système pour servir les données en Europe, aux États-Unis, en Asie. Je ne sais pas ce que seront le choix des uns et des autres, mais cette hybridation, elle participe aussi de la construction d'un droit dans lequel il y a une place pour l'influence, si tant est qu'on ne laisse pas la place au vide et qu'on est capable d'avoir des stratégies à cet égard. Alors, avons-nous des stratégies d'influence et sommes-nous bien équipés intellectuellement chez les juges, chez les juristes d'entreprise? J'en doute pas, chez les avocats non plus. Alors, commençons par les juges. Ben oui, c'est pour ça que je commence par eux. Chez les juges, la stratégie d'influence, j'en sais rien du tout. Et pourtant, ils pourraient. Non, mais vraiment rien. Voilà pourquoi je réponds de cette façon-là. Il est sûr que c'est celui qui établit le premier la règle qui va l'emporter. Ensuite, il va y avoir des améliorations. L'exemple que vous venez de donner est typique. La loi Sapin 2 arrive derrière, avec les lacunes qui ont été fort bien rappelées. Et par conséquent, celui qui est le premier dans une matière
Quand c'est l'Europe, tant mieux. Et si on pouvait avoir un peu plus de textes européens dans un certain nombre de domaines, y compris d'ailleurs sur l'extraterritorialité, on s'en porterait beaucoup mieux. Parce qu'il y a une adaptation qui se fait ensuite. L'hybridation, c'est une adaptation postérieure. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Alors, en revanche, dans cette adaptation postérieure, il est vrai que le rôle des juristes est considérable. Et je vous rejoins tout à fait. À partir du moment où nous avons des marges de manœuvre qui sont quand même extrêmement limitées, puisque c'est éventuellement dans le droit des obligations et les contrats, on aboutit nécessairement sur un arbitrage et non pas devant des juges qui seraient des juges nationaux qui eux-mêmes ne sont pas formés encore pour ça. On n'est pas devant des juridictions internationales. Alors, il y a la Cour de justice des communautés, etc., bien sûr. Mais si nous portons un litige sur un contrat hybridé, si vous me permettez cette expression, devant un juge qui soit français ou qui soit anglais ou qui soit américain, il va évidemment appliquer son droit. Évidemment. Donc, ce sera spontané. S'il y a ici ou là dans le contrat des amodiations, ce sera autre chose. Donc, par conséquent, il faut être premier. 2, il faut être formé dans tous les droits ou dans ceux qu'on va appliquer pour pouvoir trouver la meilleure règle. 3, faut-il former les juges? Mais sûrement, ce serait une excellente chose. Mais pourront-ils sortir, comme on peut le faire, nous juristes, avec une créativité qui a pour seule limite l'ordre public? C'est quand même pas sûr. Il faudrait s'affranchir de tant de règles que nous en sommes très loin. Alors, oublions les juges. Je pense que vraiment l'arbitrage, c'est la réponse. Et on trouvera peut-être aussi d'autres modes de règlement des conflits, mais enfin, c'est quand même l'essentiel et c'est vraiment la réponse. Mais en revanche, il faut être les premiers. Et on sait bien que la conquête de l'Est et parfois même plus loin par nos confrères américains, financés largement par USAID, avec l'installation des cabinets aidés par USAID dans les pays de l'Est, où ils ont fait les constitutions, la formation des juges, la formation des avocats, la concurrence, bien entendu, parce qu'après on s'attaque à des branches entières de droit. Eh bien, cela, il faut qu'on le réalise. Moi, je suis ravie de ce qu'on vient de se dire. Il y a 20 ans, c'était impensable et c'était à ce moment-là qu'il fallait agir. Oui, je vais rebondir et tenir des propos très complémentaires, parce que ce qui vient d'être évoqué est très juste. Winner take all. Celui qui gagne, il prend tout. Et l'avantage du first mover, pour utiliser les expressions consacrées, c'est une réalité. Alors le juriste transdroit, il est adaptable, on l'a dit, mais il est effectivement sous influence. Et l'influence, aujourd'hui, elle se situe à différents niveaux. Tout le volet qui vient d'être évoqué. Il y a un autre niveau qui, moi, me pose problème, c'est un peu le combat et la croisade d'une vie à l'université, c'est de convaincre le juriste de droit civil que sa boîte à outils, elle n'est pas forcément toujours suffisante et que se former un peu à d'autres champs disciplinaires, ça peut être utile, et en particulier à l'économie, à la finance. C'est une réalité. Je pense qu'il n'y a pas de supériorité intrinsèque de la common law. Ça, c'est des foutaises, des fantaisies. Simplement, il y a un sentiment diffus qui n'est absolument pas démontré, comme quoi le système de common law serait market friendly. Alors pourquoi cette idée-là s'est-elle propagée? On a perdu de vue quand même beaucoup de choses. On a été bien avant les Américains contemporains, avec les luttes d'influence qui viennent d'être évoquées, on a eu cette perspective. Relisez la correspondance de Napoléon avec ses frères à travers toute l'Europe, où il disait, vous pouvez perdre les batailles, vous pouvez perdre des bataillons, mais ne tardez pas à imposer le code civil partout. Cette réalité-là, elle est historique. Alors, que s'est-il passé? Pour moi, la rupture, ça vient d'être évoqué, c'est la chute du mur de Berlin. Là, je parle de ma discipline un instant. Les économistes ne se sont pas beaucoup intéressés au droit
à part les marxistes qui avaient une approche globale des choses, mais qui n'avaient certainement pas une vision du type de celle dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire le droit comme facteur de compétitivité, tout se passe après la chute du mur. Les Chicago Boys, les économistes de la maison, sont envoyés par la Maison Blanche du côté de Moscou pour importer la politique macroéconomique standardisée. Ça marche pas. Ça marche pas parce que le cadre institutionnel, les règles, la définition des droits, tout ça, c'est le background nécessaire aux... Je parlais de Ripper tout à l'heure, les institutions juridiques du capitalisme, elles sont pas là. Et là, il y a une prise de conscience terrible de se dire, mais c'est là que ça va se jouer. C'est quand même incroyable. Quand vous me parlez de croissance économique, les théories de la croissance économique, quand moi j'étais étudiant, c'était quoi les sources de la croissance économique? C'était le capital, le travail, en gros la providence qui vous dotait en ressources naturelles ou pas, qui déterminait en quelque sorte les capacités de croissance qui étaient les vôtres. Aujourd'hui, même, vous ne suivez pas les cours d'économie, mais en économie, on vous dit que c'est les institutions. L'essentiel de la croissance vient du cadre institutionnel et de la qualité de la formation. Formation-institution, c'est le binôme gagnant. Et d'ailleurs, ça interagit beaucoup, hein, puisque vous voyez bien que pour avoir de bonnes institutions, il vaut mieux avoir des gens qui sont bien formés, et réciproquement. Donc, vous avez là des enjeux absolument considérables, et là, effectivement, je rejoins ce qui a été dit, les premiers qui ont tiré, ce sont bien les collègues, ce sont des collègues, des universitaires, des chercheurs nord-américains, essentiellement du côté de Harvard, les noms vous les connaissez, Schleifer en tête, qui ont commencé à dire, bah écoutez, voilà, on va en quelque sorte imposer, influencer, puisque c'est le mot que nous utilisons, le juriste sous influence, on va influencer la définition du cadre juridique international. Permettez-moi d'utiliser des raccourcis, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Et ça a donné Doing Business. L'histoire est assez simple. Et on a pris 10 ans de retard. Alors permettez-moi d'être un petit peu... Oui, à l'époque, je reste d'un naturel optimiste. Donc on continue, on se bagarre. L'influence, elle est là. On a eu quelques opérations significatives en France. Permettez-moi d'en dire un mot. Je crois que tout le monde a déjà entendu parler de la Fondation pour le droit continental, mais ce qu'on essaye de faire précisément, c'est d'être capable de mettre en perspective nos propres outils, notre propre lecture du fonctionnement des institutions au niveau international et d'être capable de démontrer, et je vous en dis un petit mot, que quand on parle de sécurité juridique, là j'ai absolument aucun doute à me mettre en face de vous et à vous dire que la sécurité juridique qui est nécessaire à l'efficacité, on en parlait tout à l'heure, c'est en aucune manière un avantage qu'on va trouver du côté de la common law. Les traditions juridiques font à peu près jeu égal et écoutez, un petit détour par l'histoire nous prouve quand même que, je le disais, le développement économique de l'Europe n'a pas attendu de s'hybrider avec les institutions de la common law. Il était même question de Bentham, qui effectivement voulait codifier à l'époque le droit britannique. Bon, je pense qu'il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et je termine quand même par un point très positif en faveur du droit civil, c'est que quand on mesure la sécurité juridique comme nous le faisons, c'est-à-dire qu'on travaille sur une vingtaine de pays, de traditions juridiques différentes, sur une dizaine de domaines du droit, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les niveaux moyens de sécurité juridique sont identiques entre pays de common law et pays de droit civil. Il n'y a pas de différence. Par contre, la variance, l'écart, la fluctuation selon les domaines du droit est beaucoup plus significative dans les pays de common law que dans les pays de droit civil. Autrement dit, si vous définissez la sécurité juridique comme un score moyen, alors on est dans l'époque des likes de tous les côtés, si vous le faites comme ça, je veux dire, il n'y a pas de différence. Si vous vous intéressez à la variance, alors là, vous allez plutôt avoir tendance à considérer que la sécurité juridique, elle est peut-être un petit peu meilleure quand même du côté des systèmes de droit codifié. Simplement parce que on est pris par le temps. L'influence, mais cela a été très, très bien dit. Le premier gagne, et nous avons été les premiers au XVIIIe siècle, nous n'avons pas été les premiers au XXe siècle. C'est le poids tout simplement d'une relation économique, pas plus que cela. Le droit n'a été porté que par proportionnellement, ce que je veux dire, ce que nous représentions. J'observe simplement une chose, quand on regarde un petit peu l'état du monde, on a à peu près 30% de pays qui sont soumis, qui sont
d'inspiration de common law, donc d'une construction d'un système de droit de manière casuistique. Sauf que ces pays ont une codification de plus en plus puissante. Et quand vous parlez de soft law, quand elle atteint le stade de la codification, c'est une codification, c'est pas une common law du tout. Elle n'est pas construite de manière casuistique. Et vous avez, si j'en ai dit 30 de common law, vous en avez 70% de tradition de codification civiliste. Donc, en réalité, le monde n'est pas réparti de manière égale entre ces deux systèmes de pensée. Il se trouve néanmoins que le common law était du côté des puissants économiquement du XXe siècle, les États-Unis et l'Angleterre, qui avaient réussi sa révolution industrielle au XVIIIe siècle. Donc, ils avaient une longueur d'avance. Ça n'est donc qu'une simple relation d'influence purement économique. La Chine va profondément changer la donne. C'est mon avis humble d'homme de contentieux, d'ailleurs, je dirais, quand je vois émerger, alors notamment en Afrique, d'ailleurs, donc terre neutre par rapport aux Occidentaux et par rapport aux Asiatiques, mais des conflits qui se créent entre ces Occidentaux et ces Chinois. On a là une nouvelle lutte d'influence, un nouveau champ, alors d'hybridation, mais qui n'est pas pour tout de suite, à mon avis. Voilà. Merci pour ce mot. On avait promis de tenir le délai, il est l'heure. Et sur ce mot et cette forme d'optimisme, parce qu'on a vu qu'il y avait là beaucoup de travail pour les juristes dans leur ensemble, les juristes d'entreprise en particulier. Donc nous avons de quoi être optimistes pour être influents et favoriser cette hybridation. Et cet optimisme, j'en suis certain, c'est ce que va nous dire Jean-François Dubos, qui est le président de la Fondation du droit continental, qui va conclure notre journée. Merci à notre panel. On appelle une arrivée en fanfare. J'aurais mieux fait de rester près du pupitre, c'était moins dangereux. Bon. Je vais peut-être aller là alors. Ça risque de se reproduire. Bon, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je dis chers collègues parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai été pendant 20 ans secrétaire général du groupe Vivendi. Et j'ai terminé président, ce que je vous souhaite à tous en ce début d'année. Je voulais vous dire quelques mots de la Fondation pour le droit continental, qui est votre maison. Et d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir parmi nous un certain nombre de juristes d'entreprise qui participent à nos travaux. Et j'espère que vous serez plus nombreux dans les mois et dans les années qui viennent. La Fondation pour le droit continental, vous savez, c'est une fondation. Elle a été créée par les familles du droit, c'est-à-dire les avocats, les notaires, la Caisse des dépôts et consignations, des grandes entreprises françaises et les ministères intéressés, le Quai d'Orsay, la Place Vendôme et Bercy. Aujourd'hui, on rejoint la Fondation pour le droit continental, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, bien sûr, qui suit nos travaux, la Cour de cassation, également l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc je pourrais dire que la famille du droit, les huissiers et toutes les autres métiers du droit, on peut dire, également naturellement l'université, l'Alma Mater, qui est en bonne place avec nous. Que faisons-nous? Eh bien, nous faisons de l'influence et nous essayons de faire valoir le droit continental à travers le monde, ce qui est évidemment quelque chose de très ambitieux, mais en s'y prenant de différentes manières qui sont plus concrètes. Et ainsi, je vais vous détailler quelques-unes de nos actions. Sur le plan de l'influence stricto sensu, nous avons plusieurs dossiers ouverts. Celui qui est géré par le professeur Defin et qui a dû vous en parler, puisque je ne suis là que depuis 1 heure, mais après en écoutant un débat passionnant d'ailleurs, sur lequel j'aurais eu plein de choses à dire, mais je n'étais pas invité pour ça. Et ça m'aurait rappelé le passé. Nous travaillons donc à organiser des forums d'influence. Alors donc l'index sur la sécurité juridique, qui est un de nos premiers travaux et qui en est à son troisième chapitre. Et cet index sur la sécurité juridique commence à être pris au sérieux par la Banque mondiale, un peu grâce aux travaux du professeur Defin et à ses collaborateurs. Nous allons présenter la 2e version, enfin le 2e tome de cet index dans les semaines qui viennent.
Le deuxième grand travail que nous soutenons, eh bien, ça s'appelle Loire. C'est pas l'office, non. C'est l'Observatoire, merci, international des régulations économiques. Cet observatoire est présidé par Jean-Michel Darrois. Il est constitué d'un panel de juristes du monde entier et des différents continents, également de juristes qui sont différents, c'est-à-dire des professeurs, des juges et des avocats internationaux, et même des avocats de la common law d'ailleurs. Et cet observatoire est chargé de donner des notes ou au moins de porter un jugement sur les grands principes qui régissent les régulations économiques ou les régulations tout court. Le droit de la concurrence, le droit de l'encadrement financier et quelques autres. Il existe depuis 3 ans et ça fonctionne assez bien. Et nous remettons les conclusions de cette institution aux grandes organisations internationales et aux grands patronats, aux fédérations professionnelles. Avec disons, un certain succès de presse. Vous avez pu voir que cette année, il y avait eu une page entière dans les Échos sur les résultats des travaux de cette année. Le troisième travail qui commence juste maintenant et qui intéresse surtout les avocats, mais qui va intéresser toutes les professions du droit, c'est ce fameux Code européen des affaires qui commence à démarrer avec la fondation, enfin avec l'association Henri Capitan. Il s'agit d'un recueil de textes, mais aussi d'un recueil pratique des différents textes qui peuvent exister ici et là, et qui fonctionne, qui travaille, enfin les équipes travaillent avec les Allemands. Donc ce n'est pas quelque chose de franco-français, comme on a l'habitude de le reprocher à toutes les institutions françaises qui essaient d'émerger dans le vaste monde, et principalement d'ailleurs c'est nous qui nous reprochons à nous-mêmes, puisque les autres nous prennent plus au sérieux. Une autre activité de la Fondation pour le droit continental, c'est en direction de l'Afrique. Nous travaillons avec OHADA, cette organisation de 18 États africains, qui essaie de réaliser des règlements sur le modèle des règlements communautaires que vous connaissez, et donc il s'agit de procéder pas à pas à une unification des droits en Afrique et à une limitation des régulateurs. Ainsi, par exemple, lorsque nous avons vendu Maroc Télécom, qui possédait 4 filiales, c'était Vivendi, vous avez compris, qui possédait 4 filiales en Afrique, nous l'avons vendu à une autre société qui s'appelle Ooredoo, qui était, elle, d'Abu Dhabi et qui avait 6 filiales en Afrique. Eh bien, nous n'avons pas eu à chercher 10 régulateurs, mais simplement un régulateur. Donc, une certaine utilité. Nous remettons des diplômes chaque année, doctorants, à un panel d'étudiants africains qui procède donc pendant 2 ou 3 années à Paris. Et la Fondation pour le droit continental est heureuse de soutenir cette action. Enfin, pour être rapide, nous sommes présents à la CNUTSI et nous organisons chaque année une convention des juristes de la Méditerranée. Cette convention des juristes de la Méditerranée est l'occasion pour les juristes de toute profession de se rencontrer, d'échanger selon des thèmes qui, cette année, ce sera sur le thème de l'informatisation dans le droit. C'est pas très original parce que vous en avez déjà traité et d'autres professions en ont traité, mais pas forcément avec des Algériens, avec des Libanais et avec enfin toutes les frontières qui sont sur la Méditerranée. Une autre activité, c'est plus une activité tournée vers la formation. Et là, nous avons d'abord une université d'été que vous ne connaissez peut-être pas. Certains d'entre vous de certaines professions, enfin de certaines entreprises pourtant interviennent. Cette académie d'été de la Fondation pour le droit continental se tient pendant 3 semaines au mois de juillet à Paris 1 et à Paris 2 et est sanctionnée par un diplôme qui est remis par Paris 2. Et donc, elle embrasse 160, 170 étudiants selon les années, de 40-45 nationalités différentes, ce qui n'est quand même pas rien, dans 3 langues, puisque ce sont 3 cours parallèles, l'anglais, le français et l'espagnol. On touche comme ça une population de futurs juristes d'entreprises, d'universités et de professionnels du droit assez importante.
Et puis nous avons aussi un autre type d'intervention qui sont les chaires. Et les chaires, là, ce sont 8 jours ou 15 jours qui sont passés dans un pays étranger qui nous demande, une université généralement. Mais ce n'est pas du tout universitaire, il s'agit au contraire de mettre en relation des professionnels du droit dans ces pays avec des professionnels du droit français. Et aussi quelquefois italiens, espagnols ou allemands. Ça marche assez bien. Ça donne de bons résultats et en particulier, nous avons des expériences suivies en Chine, au Vietnam, en Colombie et puis même au Japon. Derrière cela, je dirais quelques mots des activités de la Fondation qui sont plus diffuses et plus horizontales mais qui ont quand même un gros impact, les bourses, les prix. Et puis les traductions. Nous traduisons beaucoup des textes étrangers, nous traduisons beaucoup des textes français en textes étrangers, c'est-à-dire le droit français en mandarin, quand ça nous est demandé par le Quai d'Orsay par exemple, ou bien encore lorsque les Vietnamiens nous demandent de traduire en vietnamien leur propre législation et leur propre jurisprudence et la jurisprudence appliquée et les commentaires juridiques. Alors vous voyez, tout ceci forme une sorte de... Ça a l'air pointilliste, mais en réalité, on réseaute d'une façon assez importante. Et je fais un appel à tous les juristes d'entreprise pour terminer en vous disant que cette boîte à outils qui est la Fondation pour le droit continental où vous êtes représenté vous attend. Elle vous attend financièrement, bien entendu, c'est-à-dire que vous contribuez, vous participez aux travaux de la Fondation et nous essayons d'être utiles. C'est pas une académie, c'est un endroit où le droit vivant continental montre qu'il est vivant, car je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut se battre avec le droit de la common law. Pour l'avoir utilisé moi-même avec les filiales dont j'avais la responsabilité à Vivendi, il est tout à fait stupide de vouloir lancer des combats d'arrière-garde et d'autres fois. Donc ce qui est important, c'est l'efficacité, et j'ai bien aimé ce qu'a dit Christophe Lapp, parce que je pense qu'en effet, c'est plus dans la procédure, dans le process des contrats, dans la rédaction, qu'on voit de grosses différences. Et puis n'oublions pas aussi une chose, lorsqu'on parle avec des juristes de la common law, eux-mêmes trouvent que leur droit est trop long, trop cher. Au point d'ailleurs que le Sénat américain a créé un groupe de travail dans lequel se trouve un avocat de chez Cravath avec lequel j'ai travaillé plusieurs années. Et cet avocat me disait que le Sénat américain souhaitait alléger les procédures et notamment ralentir le système des class actions et être beaucoup plus rigoureux sur l'introduction, enfin quand on reconnaît une classe, alors que nous en France on va faire le contraire, n'est-ce pas, rigoureusement dans l'autre sens. Donc les Américains essaient d'apprendre de notre part. Et puis aussi une autre petite preuve, et je terminerai par là, le doyen de la faculté de droit de NYU m'a demandé s'il pouvait venir faire des conférences en France pour expliquer ce qu'était la common law et nous a invités à venir en faire chez lui à NYU. Donc ça prouve tout de même que à la fois ils sont intéressés par ce qui se passe en Europe, puis d'ailleurs l'Europe c'est du droit continental, n'est-ce pas? Donc on n'a pas à rougir, bien au contraire. Donc voilà, mesdames et messieurs, la Fondation pour le droit continental, c'est un outil de droit continental, enfin qui promeut le droit continental, ou plus exactement qui l'accompagne dans l'espace dans lequel il règne, c'est-à-dire à peu près 60% du monde géographiquement et 60% des PIB du monde, ce qui est plus intéressant. Merci. Alors merci à tous, merci à Monsieur Dubos, merci à Monsieur le Président, merci à Monsieur Mercadal d'être resté avec nous tout l'après-midi et d'avoir introduit ces trois très beaux panels. Merci à tous les intervenants, merci à toutes les personnes qui sont en ligne. On vient de m'informer que plus de 380 personnes étaient en ligne actuellement. Donc merci à tous. Et puis je crois que nous aurons l'occasion de nous retrouver sur ces thématiques tout au long de l'année 2018. Je vous souhaite encore une très belle année et je vous invite au cocktail juste après. Merci beaucoup. Every